Vous êtes universitaire, maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Lyon et vous publiez ce livre chez Textuel, La Grande Confusion, un livre somme, plus de 600 pages, sourcé, extrêmement précis aussi dans ses exemples et qui explique, selon vous, comment depuis plusieurs années l'idéologie de l'extrême droite a infusé la société française, mais aussi son personnel et surtout d'ailleurs son personnel politique, une extrême droite qui impose ses thèmes et ses obsessions sur l'immigration, sur l'islam, sur l'identité nationale ou encore le souverainisme qu'elle impose donc aux autres formations politiques, ce qui mène à ce confusionnisme, comme vous le qualifiez. Cette grande confusion, quand a-t-elle commencé selon vous ? C'est lié au recul du clivage gauche-droite, qui est un clivage historique qui naît en France à la fin du XVIIIe siècle, pendant la Révolution française, qui va infuser pendant tout le XIXe et qui va devenir au début du XXe siècle la figure principale pour lire la politique en France et puis dans le monde. Et ce clivage depuis, disons, le début des années 2000, le milieu des années 2000, va s'effriter et à la place vont émerger des hybridations, des choses mouvantes qui vont essayer de recomposer autrement les choses. C'est ce que j'appelle le confusionnisme, c'est-à-dire de plus en plus d'interférences dans le vocabulaire utilisé, les postures utilisées entre des thèmes d'extrême droite, de gauche modérée et de gauche radicale. C'est des passerelles idéologiques, de l'espace politique. Des passerelles idéologiques et terminologiques. Quelles sont-elles justement ces passerelles ? Il y a aussi bien l'idée du lien entre immigration et insécurité. Il y a l'idée que l'islam, c'est un problème et le lien entre islamo-conservatisme légaliste et les djihadismes, qui sont à chaque fois des choses différentes. Il y a le ressurgissement de la figure de Rothschild dans le débat public pour l'antisémitisme. Il faut savoir que le fantasme de Rothschild est né comme figure antisémite en 1830 en France et ressurgit périodiquement. Et notamment parce qu'Emmanuel Macron a travaillé... a travaillé pour Rothschild. Ça a ressurgi dans la campagne de 2017 et ça s'est prolongé pendant le mouvement des Gilets jaunes. La gauche, qui devrait constituer un rempart contre l'extrême droite, s'est perdue, selon vous. De quelle manière, à votre avis ? Est-ce qu'il faut l'imputer notamment au départ à l'influence de Jean-Pierre Chevènement et à son national-républicanisme, comme vous le désignez ? J'ai moi-même été un militant du CRS, qui était le courant de Jean-Pierre Chevènement dans le Parti socialiste. Et effectivement, je suis obligé de constater que un des usages importants des thèmes nationaux républicains de Chevènement a été plutôt vers la droite et l'extrême droite a alimenté ce mouvement de confusion. Mais c'est seulement une composante de tout ça. Ce qui est important, c'est qu'a prospéré une extrême droite idéologique qui est moins connue que l'extrême droite politique représentée par Marine Le Pen. Vous parlez de la nouvelle droite, d'Alain de Benoît notamment. Ça a été un laboratoire, mais aujourd'hui, deux figures importantes. La figure importante pour l'antisémitisme, c'est Alain Soral, qui joue un rôle sur les réseaux sociaux et sur Internet. Qui a été condamné pour ces raisons-là. Oui, plusieurs fois, mais qui a un écho assez important. Il peut facilement avoir 1 million de vues sur des vidéos. Et puis Éric Zemmour pour les médias plus officiels, mais qui joue qui est présent tous les soirs sur la chaîne CNews. Sur CNews, et dont on dit qu'il a des ambitions présidentielles aussi. Est-ce qu'il y a aussi, vous le dites, vous l'écrivez, une influence du trumpisme chez nous, et notamment à gauche, un trumpisme de gauche? Oui, on peut être étonné, on n'a pas vu bien passer ça, mais un peu avant l'élection de Trump en 2016, il y a eu un papier de Ignacio Ramonet, figure de la gauche radicale, l'ancien directeur du Monde diplomatique. Le Monde diplomatique, oui, évidemment. Qui voit des aspects positifs et explique qu'il y a des liens et il y a des correspondances entre le programme de Trump et l'altermondialisme. Nos ennemis sont peut-être un peu nos amis. En gros, c'est ça. Voilà. Et puis il y a l'élection de Trump quelques jours après. Alors qu'on croit que c'est une victoire massive, on ne sait pas encore qu'en fait il a 3 millions de voix presque de moins qu'Hillary Clinton. Il y a cette idée que Trump, c'est les catégories populaires et c'est la critique des médias, etc. C'est la critique du politiquement correct. C'est le dégagisme aussi, voilà. Appelé. Et donc Jean-Luc Mélenchon va là-dedans, mais un essayiste... Influencé par Chantal Mouffe, excusez-moi. Voilà, oui. Et Emmanuel Todd, qui est un essayiste important aussi, Emmanuel Todd va jusqu'à dire que Marx est arrivé au pouvoir aux États-Unis avec Trump.
Vous voyez, on est proche parfois même de formes presque délirantes. Alors, vous l'avez dit, hein, vous êtes engagé à gauche, hein, et notamment du côté de la gauche libertaire. Votre livre se veut une boussole pour une gauche émancipatrice. Comment vous la définissez, cette gauche émancipatrice? Parce que là, aujourd'hui, on a des gauches aussi qui s'affrontent, hein, et qui ne trouvent pas de biais commun. Les gauches est paralysées et divisées dans le milieu intellectuel comme dans le milieu politique. Ne serait-ce que, par exemple, il y a une partie de la gauche qui va voir le danger de l'islamo-conservatisme et des djihadismes. Il va voir le danger de l'antisémitisme, mais il va nier l'islamophobie. Il y a une autre partie de la gauche, à l'inverse, qui va voir qu'il y a un vrai danger de l'islamophobie, mais qui ne va pas voir le risque islamo-conservateur, ni la question de l'antisémitisme. Donc on a plutôt des gauches qui ne se saisissent pas des enjeux actuels. Quels sont ces enjeux, justement, pour être précis? Quelles pourraient être les lignes qui rassembleraient la gauche? Il faut revenir à l'héritage, bien sûr, l'héritage des Lumières, l'héritage d'une émancipation à la fois individuelle et collective. Ça veut dire qu'il faut réévaluer la question de l'individualité. On a souvent écrasé l'individu au profit du collectif. Il faut penser l'individualité et le commun. Deuxièmement, je me suis aperçu dans tous ces éléments conservateurs et confusionnistes que ce qui joue un rôle, c'est ce que j'appelle l'identitarisme, c'est-à-dire le fait de réduire une personne ou un groupe à une identité principale, négative ou positive, nationale, religieuse, etc. Ce qu'ont critiqué d'ailleurs Stéphane Beau, hein, dernièrement dans leur livre Race et Histoire. Hein. Oui. Ils ont été très critiqués là-dessus par une partie de cette gauche-là aussi. Hein. Oui, ils ont critiqué, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout de la critique de l'identitarisme, parce qu'il faut aller jusqu'au fait qu'il y a un identitarisme national républicain qui est partagé par les élites en France. Et donc il ne faut pas simplement critiquer les identitarismes critiques. Et l'importance qu'a pris l'identitarisme me fait qu'il faut insister pour construire la gauche sur la dimension pluriculturelle et hybride des identités, le métissage. Et c'est ça un avenir. C'est pour ça que deux des grands penseurs pour moi pour une autre gauche, c'est le penseur de l'autre, Emmanuel Lévinas, et le penseur de l'hybridation, Édouard Glissant. On va retenir justement ces deux noms, et pour ceux qui voudraient les lire, voilà, ils peuvent aller chercher leurs livres en bibliothèque ou dans les librairies. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que votre livre, Philippe Corcuff, c'est La Grande Confusion aux éditions Textuel.